Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Ce matin, on va un peu faire le point sur ce qui est qualifié de crise en Ukraine. En fait, c'est le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Il faut savoir que ça fait déjà un mois que la Russie avait lancé son offensive militaire contre l'Ukraine. Et donc, un mois plus tard, on voit que la situation semble s'enliser véritablement pour les Russes. Pourquoi? Parce que au départ, Vladimir, l'état-major russe avait fait savoir qu'il devait conquérir la totalité du territoire ukrainien en seulement une semaine. Or, on constate malheureusement que on est allé au-delà d'une semaine, on est maintenant quasiment à un mois. Et à un mois, l'armée russe ne contrôle ni aucune grande ville ukrainienne, ni, si tu veux, les zones stratégiques même ukrainiennes. Les zones stratégiques, c'est-à-dire les principales voies d'accès, que ce soit en passant par la Pologne, que ce soit en passant depuis la mer Noire ou depuis la mer d'Azov, que ce soit depuis la Biélorussie, que ce soit depuis la Moldavie. En fait, les principales voies d'accès en Ukraine restent encore sous le contrôle des Ukrainiens qui résistent farouchement à l'armée russe. Alors, comment expliquer déjà une telle situation? Il faut déjà partir du principe que, au regard des nombreuses informations qui sont quotidiennement données par les chaînes de télé internationales sur la situation en Ukraine, il faut que les auditeurs comprennent, il y a une couche de propagande au-dessus, que ce soit les médias occidentaux ou les médias russes. Maintenant, lorsque l'on essaie de regarder au travers les communiqués, au travers les déclarations que l'on peut observer dans les médias, il faut comprendre une chose, c'est que si l'armée russe en un mois n'a toujours pas conquis les principales villes, même une ville comme, y compris dans le Donbass par exemple, l'exemple parfait c'est la ville, il y a deux villes, Mariupol et à Kharkiv. Alors Mariupol c'est dans le Donbass, c'est cette région-là que la Russie soutenait, qui se trouve dans l'est de l'Ukraine, dans laquelle il y avait de nombreux séparatistes ukrainiens qui réclamaient leur annexion à la Russie, un peu comme la Crimée en 2014. Et c'est, si tu veux, dans cette région-là, depuis 2014, il y avait une guerre larvée entre les groupes séparatistes et le gouvernement de Kiev. Alors, les Russes avaient estimé que s'ils lançaient leur attaque à partir des régions du Donbass, donc du Donetsk et de Lugansk, les populations russophones allaient les accueillir en libérateurs, puisque Vladimir Poutine avait justifié son attaque par le fait que justement il accusait le gouvernement de Kiev de commettre un génocide dans les régions du Donbass. Alors, la surprise a été forte de constater que les populations du Donbass n'ont pas accueilli en libérateur les soldats russes. Ils les ont même quasiment hués, quasiment pourchassés. Et donc, même dans les régions du Donbass, il y a une farouche opposition des populations ukrainiennes. Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'on assiste depuis quasiment 3 ou 4 jours à un pilonnage intensif de la ville de Mariupol, qui est une ville, la ville une ville du Donbass, notamment à Lugansk. Et là-bas, c'est des villes que Vladimir Poutine avait voulu ménager d'un point de vue militaire, parce qu'il croyait qu'en arrivant sur place, les populations se joignant aux forces russes, allaient bouter les autorités locales hors de la ville. Et il devait s'emparer, si tu veux, des principales villes de ces régions de Lugansk et de Donetsk, sans fournir un gros effort d'un point de vue militaire. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et du fait de cette résistance-là, y compris des populations russophones ukrainiennes, qu'il a décidé donc de passer à la vitesse supérieure et donc de pilonner Mariupol. Et c'est de façon vraiment médusée que l'on assiste à ce triste spectacle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils avaient mésestimé aussi, les Russes avaient mésestimé la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Je ne dis pas que l'armée ukrainienne va remporter la guerre, parce que c'est une guerre très asymétrique entre d'un côté... Mais c'est toi qui avais dit que ce n'est pas une guerre. Non, j'avais dit ici que la Russie dit que ce n'est pas une guerre. Et la Russie continue à rester sur sa position en parlant d'opérations militaires. Or, pour les Ukrainiens et pour la communauté internationale, c'est clair. Lorsque l'on voit l'intensité des combats qu'il y a sur le terrain, il est clair que c'est une guerre, puisqu'on a deux armées souveraines qui
s'affrontent sur le terrain. Donc, deux armées bien déterminées, bien connues, qui s'affrontent sur un théâtre d'opération. Donc, il y a une guerre actuellement en Ukraine, mais ce que je dis, c'est que la Russie avait fortement mésestimé la capacité de résistance des Ukrainiens pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu de la part des alliés de l'Ukraine, notamment les pays occidentaux, un envoi massif d'armes jusqu'au début même des conflits, même si la Russie essaye maintenant de couper, si tu veux, les voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne. On l'a vu la semaine dernière, on avait bombardé une base qui se situait à 20 km de la frontière polonaise, base dans laquelle étaient les soldats américains ou des soldats de l'OTAN formaient, si tu veux, les soldats ukrainiens. Et c'est par cette base-là, justement, qu'était acheminé l'essentiel des armes qui étaient fournies par l'Union européenne ou par l'OTAN à l'armée ukrainienne. Donc, cette base ayant été détruite, ils essayent aussi de bloquer les autres voies d'approvisionnement de l'Ukraine, notamment par exemple les voies maritimes. L'Ukraine a deux principaux ports. On a le port de Mariupol, le port de Mariupol qui est au niveau de la mer Noire, et on a le port d'Odessa qui se trouve le port de Mariupol plutôt qui se trouve au niveau de la mer d'Azov, et le port d'Odessa qui se trouve au niveau de la mer Noire. Donc pour le moment, Mariupol continue à être pilonné, même si les Russes bloquent déjà le port, mais ils n'ont pas encore la totalité de la ville, et ils sont obligés d'essayer de sécuriser la ville pour s'assurer qu'ils pourront avoir une mainmise durable sur le port de Mariupol. Et puis de l'autre côté, à Odessa, il y a eu d'abord une tergiversation entre les différents commandant des différents chefs d'état-major russes, c'était de savoir est-ce qu'il fallait prendre Odessa ou ne pas prendre. Et donc tout ça a fait que aujourd'hui, on assiste plutôt à un encerclement d'Odessa et non pas une volonté manifeste pour l'instant des Russes de vouloir pilonner la ville et vouloir la prendre à tout prix, comme c'est le cas de la ville de Mariupol. Même, je voulais dire, une autre grande ville qui est Kharkiv, qui est une ville de 1,5 million d'habitants, qui est une ville aussi dans laquelle il y a une très forte population russophone. Même dans cette ville est pilonnée encore aujourd'hui parce que les populations ukrainiennes, continuent de montrer une farouche résistance aux soldats russes. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, on assiste à une espèce d'enlisement de la Russie dans le conflit ukrainien. C'était un peu la volonté, c'était un peu l'objectif des autorités ukrainiennes, du président Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire essayer d'enliser, d'essayer de ralentir au maximum, si tu veux, l'avancée des troupes russes, pour que, à un moment, ils se disent, bon, on ne peut pas aller plus loin, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de discuter pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Déjà, ça, c'est l'objectif, c'est essayer de ralentir au maximum, fatiguer l'armée russe pour déjà au moins les amener à admettre à accepter un cessez-le-feu. Une fois que le cessez-le-feu est accepté, là, maintenant, on met en place des corridors humanitaires, c'est-à-dire des convois qui vont permettre d'acheminer des médicaments, des vivres, qui vont permettre de prendre des blessés, de les sortir d'Ukraine pour qu'ils soient soignés à l'extérieur, ou même des soldats, que ce soit des deux côtés, russes ou ukrainiens, pour que ceux-ci soient pris en charge par leurs différents états-majors et qu'ils soient soignés. Or, pour le moment, la Russie ne veut pas entendre parler de cessez-le-feu, même si le président Volodymyr Zelensky, qui va s'adresser demain aux dirigeants de l'OTAN qui seront réunis en virtuel au cours d'une session extraordinaire, il va essayer de réitérer sa volonté de voir l'OTAN si tu veux, s'impliquer davantage dans le conflit ukrainien, mais on sait que l'OTAN ne le fera pas d'un point de vue militaire parce que le président Joe Biden l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'il a fixé une ligne rouge. La ligne rouge, c'est si la Russie attaque un pays membre de l'OTAN, les États-Unis et les autres pays de l'OTAN interviendront. Or, l'Ukraine n'étant pas un membre de l'OTAN, donc les États-Unis ou aucune autre armée de l'OTAN n'interviendra. Alors, vous savez que la principale pièce maîtresse de l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc, si les États-Unis en général adoptent une position, les autres pays de l'OTAN vont mécaniquement se positionner derrière les États-Unis. Ce qui est tout à fait normal parce que ce sont les États-Unis en fait qui garantissent la sécurité des pays, des autres pays membres de l'OTAN. Et donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, le président Volodymyr Zelensky, conscient de cela, essaie néanmoins de susciter l'adhésion des opinions publiques de ces pays-là, des pays membres de l'OTAN, pour
peut-être éventuellement pousser les autorités politiques à revoir leur position par rapport au conflit ukrainien. Et c'est, si tu veux, en prémisse à cela, que le président russe essaie déjà de monter, si tu veux, en puissance, parce que les autorités, l'état-major russe a fait savoir hier qu'ils ont utilisé pour la première fois des missiles hypersoniques. Ils en ont utilisé 2, qu'ils ont envoyé bombarder des sites qu'ils considéraient comme étant des sites militaires. Et donc, c'est la première fois que les autorités russes annoncent avoir utilisé ces missiles hypersoniques-là, même si évidemment ce sont des informations à notre niveau qui sont difficiles à corroborer. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les missiles hypersoniques, c'est la dernière génération de missiles mis au point par les Russes. Ils ont la capacité d'aller à plus de 10 fois la vitesse du son et il n'existe actuellement aucun système antimissile capable de les intercepter. Donc, ces missiles hypersoniques sont véritablement l'arme ultime, avant bien entendu l'arme de dissuasion, c'est-à-dire l'arme militaire, pour les Russes, pour montrer aux Occidentaux que s'il y a une volonté de leur part de s'immiscer dans ce conflit, eh ben, ils n'hésiteraient pas à utiliser toutes les armes possibles à leur disposition, et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à utiliser ces missiles hypersoniques-là. Et donc ça aussi, évidemment, ça a pour objectif, tout en préparant aussi, ça c'est ce que les Occidentaux disent, c'est-à-dire préparant l'opinion internationale à une potentielle utilisation, y compris des armes chimiques, puisque les Russes accusent les Ukrainiens de préparer des attaques chimiques avec le soutien des Américains. Donc tout ça ne laisse rien présager, mais il faut aussi relativiser, parce que l'usage des armes chimiques peut avoir, c'est comme une arme à double tranchant, c'est-à-dire que c'est des armes que l'on utilise dans des endroits extrêmement ciblés, parce que lorsque vous envoyez une arme chimique, il y a des conséquences, c'est-à-dire que ça se mélange dans l'air et ça se dilue dans l'eau. Donc les conséquences, elles sont souvent à moyen et à long terme. Et puis la deuxième chose, c'est que l'arme chimique ne fait pas de distinction entre les soldats. Il n'y a pas une arme chimique qui va attaquer des soldats. Si on les balance dans un endroit où il y a des soldats de 2 parties opposées, l'arme chimique ne va pas faire des distinctions entre les soldats. Elle va tuer tout le monde. C'est la raison pour laquelle on n'utilise pas les armes chimiques. Même ceux qui les en détiennent ne les utilisent pas n'importe comment. Ils les utilisent dans un point bien déterminé, en s'assurant que, évidemment, la propagation va être extrêmement limitée géographiquement et que, évidemment, ils vont aussi s'assurer qu'ils n'ont aucun allié dans cette zone-là. Donc, ça demande tellement de paramètres et aussi ça demande d'autres paramètres météorologiques, la vitesse du vent, la direction du vent, etc., etc. Donc, il y a tellement de paramètres qui font que, techniquement, ce sont des armes qui sont très difficiles à employer, surtout dans le cas d'une guerre comme celle à laquelle on assiste, surtout dans le cas d'un théâtre d'opération comme celui auquel on assiste actuellement en Ukraine. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la Russie semble enlisée dans ce conflit ukrainien, même si le président Volodymyr Zelensky a déjà fait savoir, il a déjà fait quelques pas en direction de la Russie. La première chose, c'est qu'il admet que l'Ukraine n'entrera plus dans l'OTAN. La deuxième chose, c'est qu'il admet accepter avec la Russie du statut des territoires du Donbass et de la Crimée, donc de Donetsk, de Lugansk et de la Crimée. Et troisièmement, il serait aussi prêt éventuellement, ça c'est encore à prendre avec des pincettes, éventuellement à accéder à une autre volonté de la Russie, c'est-à-dire faire que l'Ukraine soit un territoire neutre. Et donc, mais évidemment derrière, il ajoute à ces conditions-là le fait que cela ne peut se faire que lors d'une rencontre directe avec Vladimir Poutine. Mais là, il faut bien comprendre qu'il s'agit là de gagner du temps parce qu'il sait que Vladimir Poutine ne va pas accepter pour le moment, en tout cas pour l'instant, accepter de le recevoir. Donc on voit là que évidemment il y a une volonté pour lui, parce que les pertes aussi bien des deux côtés, contrairement à ce que les gouvernements disent, parce que ce sont des chiffres qui sont très difficiles à pouvoir vérifier. Mais lorsque l'on regarde, l'enlisement de la Russie, 2, le fait que la Russie monte en gamme en termes d'armes, ça veut donc dire que les armes ou les stratégies qu'ils ont utilisées depuis le début ne marchent pas. Et donc, si ça ne marche pas, ça veut donc dire que de l'autre côté, il y a une farouche résistance, mais aussi on a des pertes. Parce que si on n'a pas de pertes en vie humaine, si ce ne sont que de matériel qui se gaspille, en général, on ne change pas de tactique, on ne change pas de type d'armement, on change juste de stratégie. Or là, on assiste à un changement de stratégie. On voit des mouvements des forces russes. D'abord, on veut faire des percées dans des villes, puis on décide de s'arrêter en périphérie pour essayer de les encercler. Et même les encercler, là, c'est
compliqué parce que, évidemment, en fonction de cela, la résistance ukrainienne, qui est vraiment farouche, se réorganise en fonction de ce redéploiement des forces russes sur le terrain. Et donc, tout ça complique les choses. Et donc, ça laisse penser que non seulement les stratégies n'ont pas été les bonnes, c'est-à-dire que les prédictions qu'ils avaient faites quant à une victoire très rapide ne se sont pas réalisées. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont certainement beaucoup de morts. Maintenant, selon les services de renseignement américains, ils estiment que les morts russes sont aussi aux alentours de entre 10 et 15 000 morts. Alors ça, c'est difficile à vérifier, mais il semblerait qu'il y ait eu une fuite hier dans un journal russe, un journal gouvernemental russe, qui parlait de 9 000 morts de la part des 9 000 morts dans les rangs de l'armée russe. Alors, cette information avait vite été retirée, mais si on regarde 9 000 morts en un mois, c'est à peu près les 3/4 des morts que les Russes avaient eu en 11 ans de présence en Afghanistan, parce que les Russes, de 1979 à 1990, ils étaient en Afghanistan et en 11 ans de présence là-bas, ils avaient perdu seulement 15 000 soldats. Or là, en à peu près un mois d'opération, si vous perdez déjà 9 000 soldats, ça veut donc dire que évidemment, les choses ne marchent pas. Et puis de l'autre côté aussi, du côté de l'Ukraine, même si là-bas aussi on semble minimiser les pertes en vie humaine, on sait que ces pertes sont aussi importantes parce que lorsque vous voyez le niveau de dégradation, de pilonnage des villes, et lorsque l'on voit ces images terribles-là, et lorsque l'on voit les difficultés avec lesquelles les Ukrainiens n'arrivent pas, parfois, même s'ils résistent encore, ils tiennent la plupart des grandes villes, ils tiennent quelques axes stratégiques, mais ils commencent à être débordés. Ils tiennent aujourd'hui grâce en grande partie au soutien financier et militaire de la communauté, enfin des Occidentaux, qui continuent d'acheminer des armes. Et c'est la raison pour laquelle les Russes essayent de s'organiser pour essayer d'intercepter ce matériel-là, bien entendu, en évitant de traverser la ligne rouge, c'est-à-dire ne pas traverser le territoire, que ce soit polonais ou d'un pays allié des États-Unis, membres de l'OTAN. La même chose aussi pour les pays de l'Est qui sont membres de l'OTAN, comme la Pologne qui est aux avant-postes, mais qui évidemment sait qu'elle va tout mettre en œuvre pour éviter de déclencher la colère de Vladimir Poutine et de l'accuser d'ingérence dans ce conflit-là. Donc on est un peu dans cette configuration-là. Des deux côtés, il faut retenir que, la Russie avait mésestimé, si tu veux, sa capacité militaire pour envahir l'Ukraine. La deuxième chose, c'est qu'elle a connu de nombreux revers qui se soldent par de nombreux morts. Et donc, pour éviter cela, elle est obligée de revoir toute sa stratégie militaire. De l'autre côté, l'Ukraine n'est pas mieux positionnée, même si on continue à observer une farouche opposition, une farouche résistance des populations et de l'armée ukrainienne. Mais il faut savoir qu'elle résiste grâce notamment à l'appui militaire des Occidentaux qui avaient eu la présence d'esprit de leur envoyer des équipements militaires de dernière génération de très grande qualité. Reste que ces équipements-là vont connaître un niveau, vont connaître un plafond, parce que si la Russie monte en gamme, par exemple, commence à utiliser des missiles hypersoniques, il n'y a pas d'armes contre ce type de missiles-là. Et donc aujourd'hui, la Russie essaie de monter en gamme sur le plan de la technologie pour essayer de tuer une bonne fois pour toutes cette résistance ukrainienne-là et les forcer à accepter les termes d'une reddition. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.